Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Durant une demi-heure, nous allons aborder le conflit en Ukraine. Oui, encore, me diriez-vous, mais cette fois d'un point de vue purement arabe. Arabe parce que le Conseil de la Ligue arabe, réuni le 9 mars dernier au Caire, a décidé de mettre en place un groupe de contact au niveau ministériel incluant l'Algérie pour, je cite, suivre et mener les consultations et les contacts nécessaires avec les parties concernées en vue de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise. Aujourd'hui, cette initiative s'est matérialisée. Une délégation arabe s'est rendue à Moscou. Elle ira ensuite à Varsovie pour rencontrer les différents belligérants. Elle englobe le ministre algérien des Affaires étrangères, Mtala Mamra, et ses homologues jordaniens, soudanais, irakiens et égyptiens. De nombreux canaux diplomatiques ont été actionnés jusque-là pour tenter d'apaiser les tensions en vain. Alors pourquoi pas jouer la carte arabe? C'est le thème de notre édition spéciale du jour. Et pour en parler est avec nous Cherif Driss. Vous êtes politologue, spécialiste des questions internationales. Nous allons dans un petit moment attaquer les questions juste après cela. Cette visite de la délégation de la Ligue arabe revêt une grande importance pour les pays arabes concernés, sous pression depuis le début du conflit des influences des blocs internationaux. La délégation en question tentera d'apaiser la tension et d'entrevoir une médiation entre Moscou et Kiev afin d'arriver à un cessez-le-feu ou du moins à des pourparlers sérieux à même de permettre une sortie de crise avec un minimum de dégâts. Le ministère russe des Affaires étrangères avait tweeté annonçant et confirmant la nouvelle. L'ambassadeur russe en Algérie l'a également confirmé, saluant cette initiative, preuve que Moscou a bien perçu l'approche. Ces pays arabes d'importants producteurs de pétrole et de gaz, mais aussi grands importateurs de blé russe et Ukraine à la fois, sont très conscients de la gravité de la situation et des pressions qu'ils subissent pour les obliger à se positionner dans un conflit qu'ils n'ont pas du tout choisi. Des pays qui veulent conserver leur neutralité positive, ce qui ne signifie aucunement qu'ils acceptent d'être marginalisés. Car même s'ils défendent l'intégrité de l'Ukraine, il n'en demeure pas moins qu'ils comprennent bien les motivations de la Russie et qu'à aucun moment ils n'acceptent de jouer aux arbitres. Voilà, vous venez de suivre un sujet de Leila Gertal. Donc, je vous ai annoncé au tout début de cette édition Cherif Driss qui est avec nous. Il est professeur en sciences politiques. Est avec nous également Farid Ben Yahya qui vient de nous rejoindre. Messieurs, vous êtes experts en économie. Messieurs, bonsoir. Alors, on l'a compris, un groupe de contact arabe rencontre les principaux protagonistes du conflit russo-ukrainien. Sur le plan diplomatique, ce conflit n'a pas connu d'avancée significative malgré quelques tentatives, notamment françaises et turques. Comment ou par quels moyens la délégation arabe pourrait-elle faire avancer les choses? Je commence avec vous, Cherif Driss. Cette initiative, elle est motivée par plusieurs raisons, bien entendu. Les négociations actuellement entre les Russes et les Ukrainiens menées sous l'égide de la Turquie avancent très timidement, pour ne pas dire qu'il y a des couacs et des blocages. Donc, de la part de la Ligue arabe, cela vient quelque part en renfort. Ce n'est en aucun cas une tentative de substituer à l'initiative turque. Cela d'autant plus que pour ce genre d'initiative, notamment lorsqu'il s'agit d'un conflit aussi complexe que le conflit ukrainien avec des enjeux à la fois régionaux et internationaux, et un enchevêtrement d'intérêts, une implication d'acteurs multiformes. Ce n'est pas uniquement les Européens, mais il y a même certains pays arabes qui soutiennent l'action de la position ukrainienne.
Donc, quelque part, nous sommes en face d'un dossier très délicat et l'intervenant, plutôt celui qui propose la médiation, l'une des conditions primordiales, c'est sa crédibilité. C'est d'être accepté par les deux parties. Par les deux parties, c'est d'être honnête. Il ne s'impose pas, mais aussi d'être ce qu'on appelle un partenaire crédible. Donc, de la part des pays arabes, en lançant cette initiative, cela participe d'une certaine volonté, quelque part, de débloquer une situation qui a atteint un blocage, même s'il y a des avancées. Mais dans le cas d'espèce, considérant les sujets, l'agenda des négociations, les thématiques traitées, à savoir la neutralité de l'Ukraine, l'autonomie, le statut d'autonomie des deux provinces du Donbass et puis de l'île de Crimée. Donc ces trois dossiers qui sont des dossiers très complexes, mais aussi dans le cas où les négociations n'aboutissent pas et que la guerre perdure, cela aura des répercussions non seulement sur les pays européens, mais aussi sur les pays arabes. Donc de la part des pays arabes, quelque part, c'est une tentative d'aider et non pas de se substituer à l'initiative turque. Très bien. Monsieur Chérif Driss, je vous retourne la question. Hein, comment ou par quels moyens la délégation arabe, Monsieur Farid Ben Yahya, exactement, comment la délégation arabe pourrait-elle faire changer la donne, on va dire? Donc la première des choses, c'est-à-dire que l'Algérie avec l'ensemble des pays arabes qui vont jouer cette carte, elle vient après la visite de Blinken, c'est-à-dire dans cette région-là. Et bien sûr, donc il y a eu la médiation, je dirais, de certains pays donc, qui ont visité la Pologne, etc. Et que ça n'a pas abouti, c'est-à-dire que les Russes ont refusé catégoriquement cette médiation. C'est vrai que peut-être pour les pays arabes, donc, je pense que le président Poutine va les recevoir, bien recevoir, mais il va demander, c'est-à-dire imposer ses conditions. C'est-à-dire, il faut faire savoir à l'autre côté que voici mes conditions. Donc, voilà. Donc, lesquelles, selon vous, les principales? Pour moi, je pense la politique. Il y a certains points. La première des choses, je pense qu'il ne faut plus en parler sur la région de la Crimée, de la région. Même moi, je pense, c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est une analyse que je fais personnellement, mais je pense qu'il va peut-être annexer toute l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il va continuer comme ça. D'accord, il va annexer toute l'Ukraine qui va faire partie de la totalité de Russie. Ça, c'est un point, c'est un objectif. Est-ce qu'il va parvenir à faire ça ou pas? Je ne sais pas. Mais dans cette phase-là, lorsqu'il prend une partie du Donbass, les deux parties de Donetsk avec les Crimée, c'est-à-dire qu'il avance un peu bien. Mariupol, donc il a torpillé, donc Kiev qui s'approche, qui est en train d'envelopper Kiev, etc. Ça veut dire, je pense qu'il va annexer toute l'Ukraine. Ça, c'est une analyse que je fais. Le deuxième point, c'est-à-dire... Chose qu'il a jusque-là réfutée. Il ne le dit pas, lui. Voilà. Mais moi, ça, c'est vraiment une analyse personnelle. À partir du terrain, je pense que les Russes vont vers ce chemin-là. Le deuxième chemin, c'est de discuter sur les sanctions russes. C'est-à-dire actuellement, il ne faut plus qu'on parle d'un monde monopolaire, il faut parler d'un monde multipolaire. Donc il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Inde, etc. Donc il faut parler aussi d'un panier de monnaie. C'est-à-dire on va revenir à l'ex-Deutschmark, les Westerling, francs français, etc. Ça veut dire qu'il y aura actuellement le RMB, c'est-à-dire le yuan chinois, le rouble russe, le dollar américain, c'est-à-dire cette manne internationale, de la devise internationale, elle doit être partagée équitablement entre les puissances internationales. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, qui est aussi importante, c'est qu'il est en train de s'attaquer à l'établissement américain, c'est-à-dire qui est très profond, d'accord, avec ses organisations donc, secrètes, etc., et d'imposer un nouveau, c'est-à-dire il dit que je ne suis pas avec le nouveau ordre mondial, mais je suis pour un autre monde, la quatrième voie. Certaines redistributions des cartes, on va dire. Des cartes, voilà, c'est donc c'est une nouvelle partie des échecs, de distribution. Et je pense que les Russes sont parvenus à réaliser pas mal de points et qui vont arriver, je pense, à leur but, parce qu'ils sont vraiment soutenu par la Chine qui est une grande puissance économique, et que je pense aussi que Biden a fait des erreurs, de grandes erreurs dans sa politique étrangère. Je pense qu'il y aura plus tard peut-être un conflit entre les démocrates et les républicains au sein du Sénat, parce que les calculs de Biden sont avérés qui n'ont pas
abouti à quelque chose. Donc c'est un échec. Je voudrais rester justement sur l'aspect économique, puisque l'enjeu est peut-être économique, surtout, nous le savons, la Russie subit des sanctions tout azimut de la part des Occidentaux. On assiste notamment à un boycott des produits russes. Que pourrait faire la délégation dépêchée dans ce sens, M. Farid Ben Yahia? C'est-à-dire que la délégation va être reçue, c'est-à-dire ils vont être, je dirais, des intermédiaires. Il faut qu'il y ait la neutralité. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui est proche à Moscou, d'accord? D'autres pays qui sont plus aux États-Unis, la Jordanie, etc. C'est-à-dire, la médiation, pour moi, doit se faire par un seul pays. L'Algérie a joué, je dirais, une carte en 1963 lorsqu'il y avait un conflit entre la Chine et la Russie, l'ex-URSS. C'était Ben Bella qui a joué, c'est-à-dire avec le respect de la révolution algérienne. Nous avons joué aussi avec l'époque de Boumedienne, donc la médiation entre l'Irak et l'Iran, au temps de Chadi Bejdid aussi la médiation avec les Américains et l'Iran. D'accord, donc il y a pas mal. Donc on ne peut pas faire de la médiation avec plusieurs pays. C'est-à-dire, peut-être ils sont là pour essayer d'apaiser, d'entendre, de ramener quelques informations, mais il faut que la médiation de l'Algérie, c'est-à-dire si on avait notre diplomatie forte en tant que les années 70 et 80, etc., peut-être qu'on aurait pu jouer cette carte-là dans ces moments-là. Mais actuellement, je pense que les Russes, ils vont bien les recevoir, cette délégation, mais ils ne vont pas donner quoi que ce soit. C'est-à-dire, ils ne vont pas... pas de concession? Pas de concession. Je ne pense pas que Poutine va faire des concessions. Impossible pour l'instant, parce qu'il est en danger. S'il va faire des concessions, c'est la Russie qui va payer. Et donc, dans cette phase-là, donc, il est en train de gagner du terrain. C'est vrai qu'il y a des sanctions, mais je pense que ces sanctions-là sont passagères. Parce que s'il n'y avait pas la Chine, je dirais que oui, peut-être que les Russes vont subir des sanctions très lourdes. Mais étant donné que l'OCS, l'organisation de la conférence de Shanghai, qui est très importante, qui va jouer un rôle très important dans l'avenir, je pense qu'il y a des enjeux aussi encore à jouer. Donc il y a des cartes entre les mains des Russes qui vont les jouer. Très bien, très bien. Je reviens vers vous, Monsieur Ben Yahia. Chérif Driss, l'Algérie figure, je propose de zoomer sur l'Algérie. L'Algérie figure parmi ce groupe de contact. Selon vous, quels critères pourquoi ce choix a-t-il été fait, celui de l'Algérie? Et est-ce par rapport à ses positions particulières vis-à-vis des différents partis au conflit, puisque l'Algérie, disons-le, entretient de bonnes relations, aussi bien avec Moscou qu'avec Washington, qui est l'un des principaux alliés de Kiev? Il n'y a pas que Washington, il y a aussi la partie ukrainienne qui devrait accepter ce rôle de médiation. C'est-à-dire que le médiateur, par définition, doit rester à équidistance entre les parties en conflit. Pour le choix des pays, bien entendu, il faut savoir que des 5, 3 se sont abstenus de voter lors de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 mars dernier, condamnant l'agression russe sur l'Ukraine. 2, à savoir les pays qui sont abstenus, l'Algérie, l'Irak et le Soudan. En revanche, l'Égypte et la Jordanie ont appuyé cette résolution. Ce qui pourrait peut-être être considéré comme un grain de sable qui pourrait forcer un petit peu cette démarche. Pour ce qui est de l'Algérie, bien entendu, l'Algérie reste étant toujours d'adopter une position de neutralité par rapport aux parties en conflit. Elle entretient de très bonnes relations avec la Russie, mieux qu'avec l'Ukraine, bien entendu, et un certain rapprochement avec les États-Unis. Donc là, quelque part, c'est l'un des critères qui pourrait jouer un petit peu pour cette carte de médiation. Sélection, oui. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les pays. On a fait en sorte de ne pas impliquer d'autres pays, notamment certains pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, qui ont non seulement... Proximité ? Non, proximité avec les États-Unis. Deuxièmement, ils ont voté pour la résolution. Troisièmement, c'est des acteurs majeurs dans l'équation énergétique. Dans l'équation énergétique, sans compter que les médias, notamment l'Arabie et Al Jazeera, sont quelque part, ils contribuent à construire un certain récit anti-russe par rapport à la guerre dans ce conflit. Mais par rapport à la médiation en elle-même, les critères, il faut savoir que une tentative de médiation, la Russie dépend de plusieurs paramètres. 1, la nature du conflit, les objectifs, les enjeux, et 4, la capacité des acteurs chargés de mener la médiation à essayer de rapprocher les points de vue. Dans le cas d'espèce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les positions russes, mais aussi les positions ukrainiennes, car la dernière fois,
les Ukrainiens ont proposé un statut de neutralité qui est quelque part, on pourrait dire que c'est comme si on leur a fermé les portes de l'OTAN, ils essaient de revenir par la fenêtre. Que dit la proposition ukrainienne? C'est qu'il y a un garant international pour la sécurité de l'Ukraine. Les Russes veulent les désarmer, veulent un État qui est désarmé, démilitarisé complètement. Ils ne veulent pas entendre d'un statut à la finlandaise, d'un statut à la Suisse ou d'un statut comme l'Autriche ou la Suède. Une certaine neutralité, oui. Pas qu'une neutralité, c'est-à-dire que la neutralité, on peut posséder une armée, une assise militaire, mais on peut être neutre. C'est le cas par exemple de l'Autriche et de la Suède qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais aussi de la Suisse qui est un État neutre, mais la Suisse dispose d'une armée. Mais là, dans le cas d'espèce, ils ne veulent pas entendre d'une armée. Donc les Ukrainiens, ce qu'ils proposent pour contourner cet obstacle russe, c'est de proposer un statut de neutralité qui serait garanti dans la sécurité, elle serait, en cas d'agression, garantie par des acteurs internationaux, en l'occurrence la Chine, les États-Unis, la Pologne, l'Allemagne et Israël. En d'autres termes, une certaine militarisation qui ne dit pas son nom, ce qui complique davantage la situation. Donc, pour ce qui est de cette tentative de médiation, moi je dirais que les médiateurs soient un acteur ou plusieurs acteurs, la Russie dépend à la fois, comme je dis, de la nature du conflit lui-même. C'est un conflit à plusieurs tiroirs, ce qu'on appelle à plusieurs acteurs. Ce n'est pas uniquement un conflit bilatéral entre l'Ukraine et la Russie, mais il implique de manière indirecte des pays européens et les États-Unis, avec des implications à la fois sur la région en elle-même, sur l'Europe, mais des implications internationales. D'où la présence, comme ça a été dit dans le VTR, de pays arabes qui se soucient en premier de leur sécurité alimentaire, de leur sécurité énergétique. Donc à mon sens, il ne faudrait pas s'attendre à beaucoup d'avancées, à beaucoup de choses de la part de cette tentative de médiation. Par courtoisie diplomatique, ils seront reçus par les parties à la fois russes, polonaises et ukrainiennes, mais de là à s'attendre à ce que cette médiation pourrait faire basculer les rapports de force, ou pourrait faire avancer les choses, ou sauter un verrou, ou débloquer la situation. Là, je crois qu'il est trop tôt, et pour ne pas dire que je vois très mal comment cette initiative puisse aboutir. Monsieur Farid Ben Yahya, vous voudriez peut-être rebondir sur cette question également. Pourquoi l'Algérie figure-t-elle parmi ce groupe de contact? Quels sont les critères de sélection selon vous? Je pense que par son passé, je dirais diplomatique, parce que nous avons passé un âge d'or. Donc les Américains font confiance à l'Algérie, même les Russes font confiance à l'Algérie. Donc par rapport à sa révolution, par rapport à ses positions, donc c'est pour ça qu'elle a été choisie. Et peut-être qu'ils vont voir avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères quel est le ministre des Affaires étrangères qui est parce que le moteur de la diplomatie, c'est le politique. C'est lui le moteur. Quel est le pays le plus sincère qui veut régler ce problème-là? Peut-être qu'il y aura une sélection plus tard, ou faire la médiation uniquement pour un seul pays. Actuellement, je pense qu'aucun pays, pour l'instant je dis, aucun pays ne peut jouer cette médiation. Par contre, il y a des personnalités politiques, je dis, à travers le monde, qui peuvent jouer cette carte-là. Je pense qu'une femme comme Angela Merkel, par rapport à son passé, par rapport à ses relations avec Washington et Moscou, je pense qu'elle peut jouer autant qu'une personnalité importante. Influente, voilà, qui est connue, qui est respectée. Pourrait peut-être renverser. Voilà, elle peut, parce que Berlin a quand même un poids, et c'est une personnalité. Il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être, qui va vous surprendre, qui peut jouer aussi cette carte-là, c'est Donald Trump, qui est très proche de Poutine. D'accord, c'est un Américain, républicain, et qui est très proche de... Qui ne jouit pas d'une très grande estime, on va le dire, de l'administration Biden. Voilà, Biden, mais c'est quelqu'un qui peut jouer cette carte-là. Je pense aussi à travers ça au niveau du Premier ministre du Pakistan, donc Imran Khan, donc quelqu'un qui a de bonnes relations avec les Américains. Moi, actuellement, il y a peut-être quelques conflits, mais c'est quelqu'un qui est respecté par Poutine. Et le Pakistan a un grand, c'est-à-dire qui a beaucoup de relations avec les grandes tribus de l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, etc., qui est très proche aussi des Russes et des Tchétchènes, etc. Donc, je pense qu'il faut aller maintenant vers des personnalités.
Ramadan Al-Mamra, donc, c'est un ministre des Affaires étrangères, donc ce n'est pas une personnalité indépendante, donc il représente la République algérienne, donc c'est l'envoyé spécial du président de la République, Al-Majid Tebboune. Et donc, il est là, donc il va écouter, faire son rapport, le ramener, etc. Pour les politiques algériennes, c'est-à-dire, c'est un groupe, donc ce n'est pas la médiation uniquement de la République algérienne. Donc, c'est un groupe de la Ligue arabe, donc des ministres des Affaires étrangères. J'ai dit qu'ils vont être bien reçus, d'accord. Il va donc relater avec peut-être Lavrov, etc. à certains points. Vont être reçus avec les Ukrainiens aussi, donc au niveau à Varsovie. Mais je pense qu'on ne va pas avancer à grands pas. Donc, je pense qu'il faut choisir une autre stratégie de médiation, parce que la médiation, cette médiation-là ne peut pas régler le problème et le conflit, parce qu'il y a des choses qui sont très profondes, d'accord. Très bien. Donc, des gens qui connaissent peut-être le pape je sais pas, le pape au niveau du Vatican aussi, qui peut jouer peut-être cette carte-là. Donc, il y a d'autres personnalités. Je pense qu'il faut aller vers une autre médiation pour cette phase-là, d'accord. Peut-être plus tard, il faut qu'il y ait d'autres ministres ou d'autres personnalités, d'autres présidents qui vont jouer cette carte. Éventuellement. Messieurs, vous le savez, l'Algérie abritera le prochain sommet de la Ligue arabe. Est-ce qu'on peut établir un lien éventuellement entre sa présence parmi ce groupe de contact et l'organisation de ce sommet pan-arabe? Monsieur Chérif Driss? Oui, ce n'est pas exclu, d'autant plus que le prochain sommet se tiendra à Alger. Et quelque part, par rapport aux éléments qui ont été évoqués, la proximité de l'Algérie avec la Russie, mais aussi la neutralité qu'elle a adoptée par rapport à cette crise, même s'il est très très difficile dans le cas actuel d'adopter une position de neutralité, vu les enjeux. Donc, ça peut être un élément dans le cas où cette opération, plutôt cette mission de médiation pourrait faire avancer quelques lignes, faire bouger quelques lignes, ça peut être très bénéfique pour l'Algérie, bien sûr, qui accueillera le sommet arabe. Mais bien entendu, ce n'est pas le seul paramètre qui déterminera la réussite du prochain sommet, mais ça pourrait donner un sérieux, on va dire un coup de pub pour l'Algérie, mais aussi ça pourrait renforcer la crédibilité de l'Algérie. Peut-être renforcer aussi faire parler les nations arabes peut-être d'une seule voix. Tout à fait. Par rapport à ce conflit qui pourrait éventuellement... Déjà que nous avons vu que ce conflit est un marqueur très tangible et très important de la nature des rapports qui existent, qu'on appelle la solidarité arabe. Nous avons des pays qui ont des positions diamétralement opposées. Nous avons des pays qui ont opté pour la neutralité. Un pays, dans le cas d'espèce, la Syrie et même les îles Comores, la Syrie qui ont soutenu la Russie. Les autres, la majorité des pays, ont condamné l'intervention russe, ou plutôt l'agression russe en Ukraine. Donc, ils l'ont condamné. Donc, cette crise a révélé un petit peu, pas les dissensions qui existent depuis des décennies. On les voit notamment dans la crise, par rapport à la crise libyenne, par rapport à la crise yéménite, par rapport à la crise syrienne. Mais ce n'est pas la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine qui va provoquer un fossé entre les pays arabes. Mais ce n'est pas aussi la réussite qui va réussir à cimenter davantage. Peut-être mettre à nu certaines positions jusque-là pas très claires de certains pays arabes. Les positions qui ne sont pas très claires, il faut les expliquer. À mon sens, là, comme je l'ai dit, les enjeux, les implications expliquent le flottement dans les positions. Il y a des pays qui sont fortement dépendants du blé et des céréales russes et ukrainiennes. Il y a le niveau de taux de dépendance est très élevé, à telle enseigne que cela menace leur sécurité alimentaire. Je parle dans le cas, par exemple, le Liban dépend à 50% du blé ukrainien, la Libye à 43%, le Maroc à 26%, le Yémen à 22%, plus ou moins l'Algérie. Donc, je ne parle pas des pays africains. Donc, il y a une certaine vulnérabilité par rapport à cette question. Par contre, d'autres, ils ont une certaine résilience. Ils ont un certain matelas financier qui leur permettent d'assurer une certaine réserve stratégique qui leur permet de durer 12 mois, 15 mois en attendant que le conflit soit résolu. Mais dans le cas d'espèce, il y a certains pays, les réserves stratégiques n'atteignent pas 3 mois à 4 mois. Les plus chanceux, c'est entre 14 mois et 18 mois. Donc, quelque part, ça explique le flottement. Ça explique aussi par rapport à la question énergétique. Il y a des pays qui essaient de profiter de la situation urbaine avec l'augmentation des prix du pétrole. Mais d'un autre côté, qui est un paramètre très important, c'est l'engagement
par rapport à un certain forum, à une certaine entente, notamment l'OPEC+. Car nous avons vu récemment la réunion d'OPEC+, a décidé d'une augmentation, de reconduire l'accord. Maintenant, ils ont rajouté 432 000 barils par jour. Ouais. Mais c'est dire la complexité et la sensibilité de la question et la difficulté d'adopter une position de rester neutre. Monsieur Farid Ben Yahia, cette délégation arabe dépêchée donc d'abord à Moscou puis à Varsovie, ne vise-t-elle pas, selon vous, de dire en fait à la communauté internationale, on ne prend pas parti de ce conflit, on préfère garder nos intérêts tout en jouant un rôle positif, hein, à faire voilà, donc à faire avancer ces pourparlers, on va dire. Neutralité, c'est-à-dire, bon, il y a une certaine neutralité parce que tous les pays du monde donc, essayent d'avoir cette relation, c'est-à-dire équilibrée entre l'Ukraine et la Russie, y compris l'Algérie. Néanmoins, le problème qui va se poser actuellement, c'est que même les alliés des États-Unis, c'est-à-dire si je prends l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui ont commencé à avoir, c'est-à-dire qui ont accepté d'utiliser le rouble comme moyen, c'est-à-dire c'est des alliés, des Américains, d'accord. Ils ont compris que nous allons vers un monde multipolaire, d'accord. Ils ont compris ça, les pays du Golfe, d'accord, parce qu'ils sont dans le business, le vrai business, ok. Et actuellement, le monde arabe, je dirais, qui va essayer de chercher une solution adéquate, parce que c'est un problème qui pèse, mais c'est-à-dire le monde arabe, il est respecté, mais il n'a pas ce poids, je dirais, militaire et économique mondial. C'est vrai qu'on a les richesses, la plupart des richesses du monde sont au niveau du monde arabe, mais nous n'avons pas encore la technologie et nous n'avons pas, je dirais, l'économie forte à l'instar de la Chine. Pour avoir une autonomie, on va dire, complète. Par contre, cette rencontre avec les pays, donc, le monde arabe va comprendre qu'il doit faire cette alliance. Nous avons la Ligue arabe, que je dirais qui est plus ou moins qui ne fonctionne pas bien, d'accord. Nous avons beaucoup de conflits entre les pays arabes. Les Européens sont parvenus à construire l'Union européenne, malgré la Première Guerre mondiale avec des millions, plus de 20 millions de morts, la Deuxième Guerre mondiale avec 50 millions de morts. Ils ont construit l'Union européenne, malgré la diversité des langues, etc. Donc ils sont plus ou moins forts. Le monde arabe est divisé actuellement, d'accord. Donc il faut reconstruire, il faut avoir un ciment pour le reconstruire. Peut-être, voilà. Et essayer peut-être du prochain sommet arabe. Il faut plus compter sur certains pays sur le blé. Nous avons des terres qui sont immenses. Donc je pense que le monde arabe doit s'investir les uns avec les autres et construire notre propre, je dirais, groupe, je dirais, qui va... Un pôle. Voilà, un pôle important dans le monde. Rapidement, messieurs, pour terminer, un mot, hein, franchement, que pourrait arracher justement au final ce groupe de contact dépêché par la Ligue arabe? Un cessez-le-feu est-il envisageable? Impossible. Monsieur Cherif Delis? Je dirais très difficile. Difficile. Pour une raison simple, que les positions à la fois, ce qu'on appelle l'enjeu est énorme. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, peut-être tout en plus un cessez-le-feu, un corridor humanitaire pour conforter un petit peu ce qui a été entretenu, avancer. Mais de là à arracher des avancées, dans la mesure où les positions russes, elles sont pour l'instant figées. Idem pour les Ukrainiens qui essaient toujours de contourner un petit peu Donc, statu quo. C'est le statu quo. À mon sens, pour l'instant, il est très illusoire de s'attendre à des résultats probants. Il faut attendre, je pense, au moins 1 à 2 mois encore. 1 à 2 mois? Ah oui. Pour voir les choses... Bien sûr, parce que c'est le terrain qui va avancer. Qui va donner, c'est-à-dire les futurs résultats de la future diplomatie du monde. Messieurs, je vous remercie. Cherif Delis, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques. Farid Ben Yahia, merci également d'avoir été parmi nous. Vous êtes expert en économie. Et en relations internationales et diplomatie. En relations internationales et en diplomatie, très bien. Messieurs, merci d'avoir été parmi nous. Donc, cette édition spéciale touche à sa fin. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. À 18h, vous retrouverez Nouhad Belkhadem pour l'édition complète en français.